Bon, les amis, il faut qu'on parle. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur l'amour et l'argent. Et actuellement, comme par hasard, on a un buzz actuellement sur le célèbre footballeur Achraf Hakimi. Celui-ci aurait trompé sa femme, celle-ci lui aurait demandé le divorce et aurait voulu le ruiner en demandant une grosse partie de sa fortune. Sauf qu'a priori, celui-ci lui aurait fait un sale coup et finalement, il se retrouverait sans rien. Bref, installe-toi bien car on va en parler dans cette vidéo. Top, c'est parti. Bien bonjour à la team et bienvenue sur ma chaîne. Si tu découvres à travers cette vidéo, je suis Audrey d'Enfac et ici on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas à exploser le bouton rouge, abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que la communauté s'agrandisse. Si tu as un téléphone et une connexion internet, tu as certainement vu passer cette histoire sur les réseaux sociaux, les médias, du célèbre footballeur Achraf Hakimi et de son divorce actuel avec sa femme. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit briefing de ce qui se dit sur les médias actuellement. Achraf Hakimi, célèbre joueur international, footballeur jouant au poste de défenseur dans le club PSG, Paris Saint-Germain, qui touche actuellement quasiment 1 million d'euros par mois. Sa fortune actuelle serait estimée à, globalement, donc si on prend son salaire, les propriétés qu'il a à sa disposition, les publicités également qu'il fait, voilà, serait estimée à environ 200 millions d'euros. Celui-ci récemment a été accusé d'avoir une jeune femme et sa femme, suite à la tromperie, donc aurait demandé le divorce. Et pendant ce divorce-là, elle aurait exigé d'avoir plus de la moitié de la fortune du joueur Achraf Hakimi. Ce qui est quand même énorme, soyons honnêtes. Sauf que, curieusement, dans les investigations, plus tard dans le processus, on se rend compte que Achraf Hakimi, en fait, aurait mis tous ses biens, pas à son nom à lui-même, pas à son nom propre, mais au nom de sa mère. Ce qui voudrait dire que techniquement, on le croyait comme millionnaire, mais en fait, sur le papier, il n'a rien. Il n'a rien. C'est un abus de langage, mais en fait, sur le papier, il n'aurait rien, il ne pèserait pas le million d'euros, les millions d'euros qu'on croyait initialement qu'il pesait, mais c'est sa mère, en gros, qui aurait tout son argent, toutes ses propriétés, presque toute sa fortune. Ce qui fait que ce que sa femme aurait demandé, c'est-à-dire plus de la moitié de sa fortune, en quelque sorte ne représenterait pas la somme à laquelle elle s'attendait. Bon, déjà dans cette histoire, je pense qu'il y a pas mal de vrai et de faux, ou plutôt beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Parce que déjà arrivé en divorce et exiger la moitié de sa fortune, on ne sait pas dans quel pays ils se sont mariés, on ne sait pas sous quel régime également ils se sont mariés, est-ce qu'il y avait contrat de mariage ou pas, on ne sait pas. En réalité, s'il y avait contrat de mariage, celui-ci ferait foi et il n'y aurait même pas besoin de se poser la question de j'exige tel montant, je veux ceci, je veux cela. Bref, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas et en réalité, je préfère prendre tout cela avec des pincettes. Aussi, d'un autre côté, j'ai lu quelque part qu'il versait directement 80% de son salaire à sa mère et ne gardait qu'une infime partie. Déjà, dans le contexte français en tout cas, ton argent ne peut pas être versé directement à ta mère, à un membre de ta famille ou quelqu'un d'autre. Bref, ton salaire est directement versé à toi-même, à un compte qui porte ton nom. Maintenant, à toi de voir par derrière si tu envoies cet argent-là à quelqu'un, un proche, ta famille ou autre. Mais initialement, l'argent est d'abord versé directement à toi. Donc, de manière fiscale, tu es perçu comme ayant reçu 1 million d'euros par mois, même si derrière, tu verses les 800 000 euros ou 900 000 ou 1 million, ce que tu veux, à quelqu'un d'autre qui t'est proche. Donc, même cet élément-là, à voir, à vérifier si c'est réellement le cas, si effectivement il a tout mis au nom de sa mère, j'ai un petit doute. Quand bien même la leçon m'amène à réfléchir un peu et je pense qu'il y a quand même des leçons qu'on pourrait tirer de leur situation actuelle et qui pourraient nous aider, nous également, à améliorer notre gestion financière, peu importe notre situation. Donc la première leçon, ce serait que lorsqu'on se marie, il faut penser à comment on va gérer quand ça va se terminer. Je sais, c'est pas très glamour parce que généralement on se dit non, quand on aime, on ne compte pas. Quand tu es star, quand tu as un gros patrimoine, je trouve que c'est du bullshit quand même. En gros, il faut voir ça un peu comme un contrat à durée indéterminée. Quand tu signes un CDI,
l'idéal, c'est que ça aille jusqu'à une durée indéterminée. Mais si jamais ça se termine, comment on fait? Est-ce qu'il faut 1 mois de préavis? Est-ce qu'il faut 3 mois de préavis? Est-ce que vous me payez une indemnité dans ce genre de situation? Est-ce qu'en fait, il y a autant de paramètres qu'on explique dans le contrat que tu signes lors de ton CDI. Et c'est pareil, c'est presque pareil, et c'est d'autant plus vrai et important à appliquer quand les deux partenaires, parce qu'il peut y avoir 2 cas de figure différents, on a le cas où les 2 partenaires ont construit chacun leur patrimoine avant de se mettre ensemble, et du coup à ce moment-là on se dit ok, si jamais il y a séparation, comment on fait? Comment on répartit? Et généralement c'est beaucoup plus facile de fixer les conditions quand vous deux vous êtes en bon terme, de fixer les conditions qui vont aller convenir, on va dire, aux 2 partenaires, que de revoir ces conditions-là quand il y a un problème, quand il y a ceci d'infidélité, de tromperie, de ceci, de nanana. On peut également avoir le cas où les 2 partenaires ont construit leur patrimoine ensemble. Normalement des longs mariages, par exemple Bill Gates et sa femme, qui ont fait 20-25 ans de mariage, qui ont construit leur patrimoine ensemble. Et là, limite, avec ou pas contrat de mariage, selon le régime sur lequel ils auraient signé, ça pourrait être convenu que vu qu'on a construit cela ensemble, on fait 50-50, 50-50 si jamais il y a séparation. Et là, on est quitte. Mais quand les 2 personnes se rencontrent à une étape de leur vie où chacun a déjà plus ou moins construit son patrimoine et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on espère que ça durera longtemps, mais malheureusement, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Il faut un contrat de mariage en fait, parce que ça permettra d'éviter justement certaines frustrations, d'anticiper à peu près toutes les situations qui pourraient se présenter, de gérer au mieux la répartition et d'avoir justement ce type de cas où tu arrives et tu es surpris par les événements, tu es surpris par ton mari qui cache de l'argent et que tu croyais que il était millionnaire alors qu'en fait il ne l'est pas. Donc ça, dans tous les cas, ça va protéger les 2 parties, aussi bien l'homme que la femme. Très important de faire un contrat de mariage, de protéger ce qu'on a lorsqu'on entre en instance d'union. La deuxième leçon, c'est que l'honnêteté, surtout en matière de finances, c'est la base. Après, c'est assez subjectif, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de penser pareil ou autrement, c'est votre choix. Mais je pense que c'est quand même un peu malsain de se dire tu aimes quelqu'un, parce qu'en soi, si tu te maries avec la personne, c'est que tu l'aimes. Sinon, je vois pas l'intérêt. Tu aimes quelqu'un, pourquoi lui mentir dans ce cas où ne pas lui dire totalement la vérité sur comment sont gérées tes finances? En fait, là, ça voudrait dire que potentiellement, soit il n'avait pas confiance en elle, ce qui peut arriver, ou alors il ne l'aimait pas. Mais du coup, dans ce cas, pourquoi l'épouser si tu n'as pas confiance en elle ou si tu ne l'aimes pas? Enfin, c'est un concept que moi je ne capte pas. Personnellement, c'est l'une de mes valeurs, l'honnêteté. Et je pense que en vrai, ça ne sert à rien. En tout cas, à sa place, j'aurais été d'autant plus choquée, même pas par la tromperie, et par le fait que tu m'aies caché ça en fait. Parce que limite notre mariage il est basé sur du mensonge en fait. Guys, non mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Autant je ne justifie pas le fait que la femme d'Achraf Hakimi demande totalement plus de la moitié aurait demandé, parce que voilà, entre guillemets, aurait demandé plus de la moitié de sa fortune alors que quand elle a trouvé, désolé, mais il avait déjà son argent, du coup, c'est pas assez légitime de demander ça. Autant je trouve que lui-même, il n'est pas hyper clean parce que porter un lourd truc comme ça alors que vous êtes mariés est censé être au clair, généralement. Alors ça dépend. Ça va signer par exemple séparation des biens, c'est peut-être logique que chacun garde un peu, voilà, sa propriété privée, ses biens et tout, comme il voudrait. Mais je pense qu'un minimum d'honnêteté aurait été plus intéressant et aurait évité ce genre de buzz ou de situation désagréable au vu du grand public. Donc, guys, si vous êtes mariés ou si vous y pensez, réfléchissez déjà comment l'argent sera reparti dans le couple. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et aussi, soyez honnêtes parce que ce sont des choses comme ça qui vont créer derrière les AVC, les suicides et les trucs qu'on n'aime pas, en fait. Qu'on n'aime pas. Le troisième conseil, c'est qu'arriver à un certain niveau, il faut penser à protéger son argent. Ce que je pense, c'est que mettre en fait l'argent au nom de sa mère, de son père, de ses frères et sœurs, en vrai, ça ne le protège pas parce qu'aujourd'hui, il a mis au nom de sa mère presque toute sa fortune, d'après ce qui se dit sur les médias. Mais si sa mère décède aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sa fortune sera répartie entre lui et ses frères et sœurs parce qu'il n'est pas enfant unique, ou alors ce sera saisi par les autorités. Bref, mais il y a beaucoup de paramètres que tu ne maîtrises pas quand tu fais ce genre de transaction. Mettre l'argent au nom de ta mère, mettre toute ta fortune, surtout là je pense que c'est quand tu arrives à un certain niveau. Mettre sa fortune au nom de sa mère, de son père, de son parent, ça ne résout
ça ne protège pas en fait ta fortune. Tu peux leur faire profiter de ta fortune parce que oui, ils sont les parents et tout, faut les honorer. Mais 200 millions d'euros, ça ne se protège pas en les envoyant à la mer, quand même. Généralement, arrivé à un certain niveau, ce qu'on fait pour protéger justement les patrimoines, c'est qu'on crée des entreprises. Et avec cet argent-là même, serait plus recommandé justement d'avoir des conseillers justement qui t'aideraient à savoir comment sécuriser ton argent. La plupart des personnes créent du coup des entreprises, ces entreprises-là qui sont réellement porteuses de toutes tes propriétés, de tout ton patrimoine. Donc, ta fortune ne serait plus réellement à ton nom, mais plutôt au nom de l'entreprise. Et là, c'est plus secure, entre guillemets, et ça permet de protéger son argent de beaucoup d'éléments et même d'une forte imposition. Parce que lorsque tout ça est vu en ton nom propre, forcément, tu es hyper imposé parce que tu es un particulier avec beaucoup d'argent. Alors que lorsque c'est une entreprise, tu n'es imposé que sur les bénéfices que tu fais sur l'entreprise. Donc, les voitures, les maisons et tout, ça va se retrouver dans les charges de l'entreprise. Et plus tu augmentes les charges, plus ton bénéfice diminue et moins tu auras d'imposition par rapport à si c'est toi seul qui les avais sur ton compte propre. Donc, il y a aussi cette question de arriver à un certain niveau, surtout un niveau de gros patrimoine, de grosses fortunes. Pensez à s'accompagner également de conseillers, pensez à réfléchir comment protéger mon argent parce que gagner son argent, c'est une chose. Le protéger et le conserver, c'en est une autre. Et je pense que transférer sa fortune à sa mère, à son père, à son parent, etc. n'est pas la solution en fait. Tout le monde a salué ça sur les réseaux sociaux comme un coup de génie, mettre la daronne à l'abri. C'est bien beau, mais en réalité, ça ne l'aide pas. Parce que si c'est réellement vrai, parce qu'il faut encore mettre des points d'interrogation, si c'est réellement vrai, ça ne protège pas réellement son argent, surtout dépendamment de dans quel pays il se trouve et quelle est sa situation fiscale. Ce sont les 3 leçons que je pouvais tirer de cette situation polémique sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'aime bien les débats, donc dites-moi tout dans les commentaires. Mais surtout, avant de partir, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est pas normal les amis. On a, sur 100 personnes qui regardent les vidéos, on en a 95 qui regardent mais ne s'abonnent pas. Ça vous coûte rien. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez, partagez au maximum et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!